On a Brigitte Lahaie qui nous a rejoint sur ce plateau. On est toujours avec l'équipe. Roland, Sophie, Adine, Isabelle, Lynn, Maxime, Déborah, Damien et le public qui est là aussi, très en forme. Brigitte Lahaie nous a rejoint. Ça va Brigitte Lahaie? Merci d'être là. Merci de m'inviter. Bonjour à tous. Moi je suis très heureuse de vous recevoir. Vous êtes venue sur le plateau TPMP il y a quelques semaines pour parler de cette autobiographie. On a plein de choses à se dire qui est sortie. Vous avez choisi d'écrire votre autobiographie, Brigitte Lahaie. Il y a plein de photos hein, dans le livre, des photos qu'on ne connaissait pas, que vous avez mis à disposition. Vous publiez ces photos. Moi je voulais savoir d'abord Brigitte Lahaie. C'est une véritable mise à nu. Mais oui, bah, c'est incroyable. Mais non, mais c'est ça. Moi ce que j'adore avec Brigitte Lahaie, on en parlait il y a 2 secondes, c'est que Brigitte Lahaie, elle assume non seulement totalement son passé d'actrice X, on peut dire ça comme ça, Brigitte, actrice X, son passé, et justement vous profitez de votre expérience et votre expertise aussi pour partager avec les auditeurs, notamment ça fait des années que vous faites ça à la radio, eh bien vous donnez des conseils, vous partagez votre vécu. Et ce qui est génial avec Brigitte Lahaie, c'est qu'elle dit quoi, what else quoi. Non mais c'est ça Brigitte. C'est ça, en fait, vous assumez complètement ce que vous avez fait. Vous dites, voilà, vous allez d'ailleurs nous expliquer comment vous êtes passé par cette phase. Et aujourd'hui, bien vous l'assumez, vous aidez les autres. Oui, mais je pense que, en fait, pourquoi j'ai écrit un peu certaines parties de ma vie, parce que c'est pas vraiment une autobiographie, c'est parce que souvent surtout des auditrices d'ailleurs, qui me disent mais comment vous avez fait pour être aussi libre, aussi solide, etc. Et donc j'ai écrit les moments un peu compliqués, difficiles, qui m'ont permis d'en sortir grandi, voilà. Et je crois que c'est ça, c'est que il faut assumer ce qu'on fait, ce qu'on a fait, et à partir de ce moment-là, on se sent assez inattaquable finalement. Et alors que si on est là, il y a des gens. Oui, mais c'est pas de ma faute. Oui, mais je regrette. Bien sûr, vous êtes mal à l'aise. Mais il y en a encore certains aujourd'hui qui vous renvoient à votre passé où on est vraiment, ça y est, c'est terminé, dossier plié, on est passé à autre chose. En face, non. Avec de l'animosité, hein, je veux dire. Non, on va en face, non, mais non. Évidemment, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est facile de lancer sa haine et sa violence. Mais en face, on ne m'agresse plus du tout. Mais jamais, c'est fini, ça. Vous avez mis du temps de gagner, d'être respecté. Est-ce que le respect des autres, enfin que les autres vous respectent, parce que j'imagine que quand vous avez arrêté votre carrière d'actrice X, ça ne devait pas être aussi évident qu'aujourd'hui. Moi j'ai arrêté en 80, on va dire qu'il a fallu, 25-30 ans, oui. 25-30 ans, Brigitte Lahaie, avant qu'on vous respecte, c'est dur. Est-ce que c'est un passé qui vous colle à la peau? Aujourd'hui, oui, on va plutôt parler de moi en tant qu'animatrice sur Sud Radio, mais ça fait quoi? Ça fait 10 ans à peu près. 10 ans. 10 ans, il a fallu 30 ans, oui. Bon, pour toutes les, je pense par exemple aux jeunes femmes qui sont sur les réseaux sociaux, parfois qui se dénudent, et il y en a beaucoup aujourd'hui. Est-ce que vous avez peut-être un conseil ou un message à faire passer? C'est-à-dire que ça laisse toujours des traces, quoi. Soit il faut assumer complètement, soit il faut être conscient de ce que ça engendre. Alors, je pense qu'il faut de toute façon assumer quoi qu'on fasse. On fait tous des bêtises quand on est jeune et je trouve qu'il vaut mieux faire des bêtises que de rester complètement transparent. Parce que c'est aussi notre côté rebelle au moment de l'adolescence qui fait aussi ce qu'on va devenir. Moi, j'aime pas les gens qui sont très lisses. J'aime bien les paradoxes. Moi, je suis à la fois une femme qui s'est mise à nu, etc. Et en même temps, je suis une grande cérébrale et une grande romantique. Et je pense que c'est ces paradoxes-là aussi qui ont fait mon succès et mon charme. Donc je pense qu'il faut assumer ces bêtises et puis en même temps, il faut comprendre d'où ça vient et pourquoi on les a faites. Et à partir de ce moment-là, on est libre, quoi. Mais vous pensez que c'est une bêtise? Vous, est-ce que vous regrettez ce passé d'actrice? Alors je regrette absolument rien du tout parce que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passée par là. Après, je ne vais pas dire que c'est génial de faire du porno pour réussir dans la vie. Non, c'est de toute façon pas génial d'aller coucher avec tout le monde, n'importe qui, pour essayer de trouver quelque chose pour donner du sens à sa vie. Non, parce qu'on s'abîme forcément un peu et après il faut se reconstruire. Et la reconstruction évidemment est lente. Vous disiez 25 ans avant effectivement d'être respecté, qu'on ne vous sollicite pas non plus dans la rue à chaque fois. Racontez peut-être à ceux qui nous regardent et qui liront votre autobiographie, comment vous êtes attiré ou comment vous vous retrouvez dans cet univers du X? Parce que vous étiez une icône en plus, c'est-à-dire que vous n'étiez pas n'importe quelle actrice, vous étiez une icône du X français. Comment jeune, vous arrivez petit à petit à cet univers?
grâce à des seins assez extraordinaires qui ont fait mon physique vous attribue. Merci, mais il n'y a pas que ça, parce que si toutes les femmes qui avaient une très belle poitrine arrivaient dans l'X, non, c'est ça. Non, mais c'est évident que c'est un métier où il vaut mieux être bien foutu. Non, vous étiez sublime, et vous êtes toujours sublime, Brigitte. Franchement, merci, il y a des très belles photos dans le livre. Non, mais non, j'ai répondu à une petite annonce. En fait, je voulais être mannequin, et on m'avait rejeté parce que justement j'avais trop de poitrine. Et donc voilà, quand j'ai lu cette annonce dans un journal en cherchant mannequin à forte poitrine, c'était pour moi. Voilà, et puis je sais pas, c'est ma naïveté, ma jeunesse qui a fait que je suis rentrée dans le porno sans réfléchir. Vous n'avez pas eu une gêne au début, non? Non, pas du tout. Non. Ça c'est quelque chose. Vous êtes très à l'aise avec votre corps, c'est ce que vous racontez. Oui, je suis très très à l'aise avec mon corps et je crois surtout qu'il y a chez moi cet élan vital, cet instinct animal qui fait que je suis poussée par cette pulsion, je fais ce que j'ai envie et puis voilà quoi. Et encore aujourd'hui, Ah non, quand même avec l'âge on se calme. On se calme avec l'âge. Vous êtes calmée à partir de quel âge? Je me suis calmée. Vous avez fait le tour de la question. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait le tour de la question? Parce que quand on a été non, on n'a jamais fait le tour de la sexualité. Non, jamais. Jamais parce qu'elle évolue au fil du temps. En fait, la sexualité, c'est ce que j'explique toujours. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les jeunes comprennent. Il y a le porno d'un côté, c'est du sexe, c'est un vagin qui rencontre un pénis. Et puis, il y a la sexualité. La sexualité, c'est à la fois le corps, c'est le cœur, c'est la tête, et puis c'est sans doute aussi l'âme. Donc la sexualité, c'est multiple. On n'en a jamais fait le tour. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je continue à être passionnée par ce que je fais tous les jours à la radio. Parce que j'entends toujours entre les mots les émotions, la pudeur de chaque auditeur. C'est extraordinaire. Et adolescente, vous racontez un peu votre adolescence. Vous disiez votre maman aussi avait semble-t-il aussi cette appétence pour le corps. J'avais une maman d'une sensualité extraordinaire, peut-être même plus que moi, mais qui était mariée et qui devait... moi, je suis d'un milieu très petit bourgeois, donc très hypocrite. Et d'ailleurs, le premier homme que j'ai beaucoup aimé, mais que je quitte pour ma liberté, ma fameuse liberté, elle me dit, mais ne le quitte pas, trompe-le. Ne le quitte pas, trompe-le, c'est ce que vous disiez votre maman. Oui, bien sûr, c'était... Parce que ça vous garantissait une sécurité, c'était une époque. Matérielle, bien sûr. Elle disait, j'ai lu qu'elle vous demandait d'accueillir le facteur en nuisette. Oui. Alors c'est quoi cette histoire racontée? Non, mais c'est marrant parce que certainement ça fait partie aussi de mon histoire. Mais maman avait remarqué que j'adorais m'habiller très très sexy pour être comme elle. Et quand j'allais ouvrir au facteur, il revenait parfois 3 fois pour apporter le recommandé. Il était émoustillé. Ça évitait d'aller à la poste. un peu émoustillé. Ça évitait d'aller à la poste pour chercher les recommandés. Ah oui, donc votre mère, on dirait, mais une nuisette, comme ça nous évitera d'aller à la poste. Voilà. Vous avez été... J'avais pas idée. Après, bien sûr, j'ai analysé un peu tout ce qui m'est arrivé dans ma jeunesse, mais j'avais pas idée, moi, que c'était pour ça que le facteur revenait. Ah oui, vous étiez... qu'il était gentil. Ah oui, vous pensiez qu'il était gentil. Quand il arrive avec le colis dans la main, à un moment donné, c'est que... Enfin, voilà. Et votre papa dans tout ça, parce qu'on n'en parle pas de votre papa, comment réagissait-il? Mon papa était un employé de banque et le jour où j'ai dit à mes parents que je faisais du porno, il m'a fait une réflexion que j'ai trouvée géniale et qui m'a beaucoup aidée. Au moins, tu t'es servi de ton capital. Pour un banquier. Ah oui, c'est pas mal ça. Au moins, tu t'es servi ton capital. Je sais pas si tous les pères... je sais pas. Merci, papa. Oui, c'est ça. Je sais pas si tous les pères réagiraient comme ça, parce qu'il faut accepter aussi. J'imagine qu'ils avaient eux aussi des retours, ce que vous avez vécu vous en tant que femme. Vous dites 25 ans pour regagner la respectabilité. Nos parents ont dû aussi être répartis. On comprend toujours beaucoup de choses de son histoire quand on regarde qui étaient nos parents. Et mon père, il avait des curiosas derrière les livres d'histoire. Et il était passionné par l'érotisme. Et maman était une sensuelle. Donc vous étiez là-dedans. Bon voilà, donc vous étiez les deux. Ouais. Dites-moi, vous l'avez dit, on vous a posé la question, Johnny Hallyday. Oui. Alors, vous dites ça chez Jordan Deluxe, vous dites, oui, j'ai une relation avec Johnny Hallyday. On a la vidéo, regardez. Je raconte dans mon livre quand même la relation que j'ai eue avec Johnny Hallyday parce que ça a été une relation assez courte, mais je ne savais pas du tout que vous aviez été en couple avec Johnny Hallyday. J'ai pas été en couple, on s'est juste rencontrés une nuit de pleine lune, voilà. Mais c'est déçu ça? C'est la première fois que j'en parle, voilà. Mais je vous réserve l'exclusivité, Jordan. Ça a duré combien de temps avec Johnny Hallyday? 2 fois, c'est tout. D'accord, ok. C'était
juste comme ça, quoi. C'était des... C'était pas juste comme ça, mais je raconterai pas plus, ça suffit. D'accord, ok. Paix à son âme. Oui, bien sûr, ouais. Voilà. Mais il était en couple? Oui. Sans doute, oui. D'accord. Mais c'était avec qui, alors, à cette époque-là? C'était en 77. D'accord. Voilà. Ouais, mais c'était super. Alors, là, vous vous dites ce jour-là, tiens, je vais dire à Jordan, j'ai donné une info à Jordan, vous en aviez jamais parlé de cette relation avec Johnny Non, mais Hallyday. j'en parle dans le livre, c'est pour ça que je le dis. Mais en fait, j'en parle dans le livre parce que c'est un moment, quand j'écris ce passage, c'est un moment où je ne suis pas du tout sûre de moi, je ne me trouve pas. Et en même temps, Johnny Hallyday tombe amoureux de moi, veut absolument me revoir, et moi, je suis déjà amoureuse avec un autre homme, etc. Et je trouvais que c'était important de montrer à quel point on peut être particulièrement séduisante, sexy, etc. Et en même temps pas sûre de soi, quoi. Comment ça s'est passé avec Johnny Hallyday? Ça n'a pas duré longtemps, ce que vous dites? Non. On s'est vu une nuit, on s'est revu une autre fois. Et puis après, j'étais chez mes parents. Et je peux vous raconter l'anecdote parce qu'on en a reparlé avec mon frère il y a 10 jours. Johnny appelle chez mes parents. C'est mon frère qui décroche et il dit c'est Johnny Hallyday. Et mon frère répond oui, moi je suis Elvis Presley. Ouais. Voilà. Mon frère il a raccroché, vous l'avez jamais eu Johnny Hallyday au téléphone? Non, il n'a pas raccroché. Il n'a pas raccroché, mais en fait, mon frère était tellement surpris et il m'en a reparlé il y a suite à l'émission chez Cyrus. Vous n'étiez pas amoureuse, vous? Non, c'était comment dirais-je? C'était deux fauves qui se retrouvaient, oui. Deux fauves qui se retrouvaient? C'est ce que vous avez perçu dans C'est ce que votre je dirais relation? Aujourd'hui, avec le souvenir. Ça a été quelque chose de... Oui, ça a été quelque chose de fort, parce que c'est quelqu'un qui dégage dans la vie aussi ce qu'il dégage sur scène, évidemment. Ouais. Moi, je vous ai vu dans le cadre de la préparation de cet entretien. Je vous ai revu dans Les Enfilés que vous avez tourné en 1980. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose dans ce film-là, c'est que finalement, la femme était beaucoup mieux traitée que dans les films actuels. Et je trouve que c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que, vous savez, on lutte beaucoup. Il est en train de nous dire, pardon, je me suis tapé tous les films de... Oui, mais préparez l'interview, vous avez vu tous les films. Dis donc, Damien Canivez, il a travaillé. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, à l'heure où on lutte beaucoup contre les violences faites aux femmes, en fait, dans les films porno actuels, finalement, la femme est beaucoup plus malmenée que dans les films que vous tourniez à l'époque. Comment vous expliquez ce paradoxe, finalement? Parce que la pornographie, elle reflète aussi une société. Une époque, bien sûr. Une époque. Et à mon époque, les films porno montraient des femmes qui s'emmerdaient avec leur mari et qui baisaient avec le plombier. Voilà, donc c'était une liberté féminine assez extraordinaire. Aujourd'hui, la pornographie, elle est consommatrice, elle n'a plus rien à voir avec une liberté sexuelle. Brigitte, juste une question, parce que vous avez parlé de Johnny Hallyday, j'imagine que vous avez été extrêmement sollicitée tout au long de votre carrière. Il y a d'autres personnalités aussi avec qui vous avez eu des aventures? Oui, il y en a quelques-unes évidemment, mais je suis pas là pour révéler des... Ah non, bien sûr que non, mais vous pourriez, je sais pas, nous dire deux, trois noms peut-être. Il y en a un avec qui, je sais pas, c'est qui vous a laissé un souvenir ému, peut-être plus que les autres, vous avez le droit. Non, mais je parle pas enfin, je sais même pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai cité Johnny Hallyday dans le livre. J'aurais peut-être dû m'abstenir. Non, mais vous avez le droit, c'est normal. Non, mais Et un homme politique, non, parce que c'est pareil, les politiques aussi sont des fauves. Sincèrement, moi et la politique, ça fait deux. Hein. Vous n'avez jamais eu d'histoire avec un homme politique? J'ai été très sollicitée par les hommes politiques parce qu'ils ont tendance à être très débordants. Mais plus à gauche ou à droite? Plus les hommes de gauche ou de droite? Écoutez, j'étais assez au centre, mais j'ai vraiment changé d'avis. Lesquels étaient le plus lourds, on peut le dire? Lesquels ont été les plus lourds avec vous, les plus insistants? Le plus lourd, c'est certainement François Bayrou, oui. Ah ouais. On l'embrasse. Non, mais elle raconte la vie. Il n'y a pas de problème. François Bayrou qui vous a beaucoup sollicité. Et vous n'avez jamais donné suite à ses avances. Je n'ai pas donné suite. Mais ça n'a pas d'importance. Mais il y en a d'autres qui sont tout aussi cavaliers, on va dire. Ouais, cavalier. Il y a beaucoup d'hommes cavaliers, effectivement. Bon, cette histoire, c'est vous qui la racontez. On n'a pas la version de François Bayrou. Je vous ai donné un scoop.
C'est pas une question d'être contente, mais non, vous racontez votre histoire. Évidemment, vous avez croisé beaucoup d'hommes, vous avez été très sollicité. Cela étant dit, contrairement à ce qu'on pourrait croire, aujourd'hui, les hommes sont très prudents avec moi. Oui. C'est l'inverse, c'est-à-dire que Damien a raison. Les femmes sont exposées, maltraitées maintenant dans les vidéos que l'on voit sur les réseaux sociaux, mais en contrepartie, les hommes sont moins peut-être. Comment dire je crois surtout que cavaliers, qu'avant. Ils sont plus prudents. Ils sont plus prudents. Quoi. Surtout. Mais je pense qu'ils ont peur parce qu'ils savent que vous êtes très libéré sur votre parole et que du coup vous hésiterez beaucoup moins qu'une jeune fille ou que quelqu'un qui a un peu de pudeur de dire bah non il m'a touché ou là vous allez le dire bah voilà. Mais je pense qu'on ferait mieux aujourd'hui de travailler beaucoup sur les femmes et les aider à se respecter. On avancerait vite sur la relation homme-femme parce que souvent c'est les femmes qui n'osent pas parce qu'en fait ce qu'il faut c'est dès le premier geste mal placé remettre l'homme en place. Et ce qu'on n'apprend pas quand on a 15-16 ans. Déborah. J'avais une question, moi, qui est peut-être naïve, mais au vu du nombre de films pornographiques que vous avez tournés, est-ce que vous étiez addict à ça, addict au sexe, au point d'en tourner autant? Alors, je ne sais pas addict au tournage de films porno, mais j'étais addict au sexe, oui. Oui, moi, c'était... C'est une vraie addiction, Brigitte Lahaie? C'est une vraie addiction? Oui, l'addiction au sexe, c'est une addiction. Mais ça devient une addiction quand ça fait souffrir. Si ça ne fait pas souffrir, on peut avoir 10 relations sexuelles ou masturbation. Vous, ça vous faisait souffrir à un moment? Vous avez dit ça me... Sur le moment, je n'avais pas le sentiment que ça me faisait souffrir, mais si, ça m'a fait souffrir, oui. Mais en même temps, je me cherchais, c'était une quête, et c'est très bien comme ça aussi. Et comment on se guérit de ça? Comment on s'en guérit? En travaillant sur soi, et en comprenant mieux qui on est, et nos blessures, et en les guérissant. Moi, j'avais une question. Moi, j'ai une vraie question que je me pose en ce moment par rapport à la libido. Aussi. Parce que moi, j'adore vos émissions déjà, je voulais vous le dire, mais vraiment, vous avez une espèce de force tranquille, une écoute incroyable. Vous touchez à l'âme, et je suis vraiment admirative de votre travail, de ce que vous faites. C'est vraiment de l'écoute que vous avez. La ménopause, ça commence à... Parce que vous dites, par exemple, Jane Fonda, elle dit, bon, bah, moi, à partir de 80, ça y est, j'ai lâché la rampe. Vous, qu'est-ce que vous diriez? À partir de quel âge on commence à se dire, bon, bah, le sexe... Non, mais il n'y a pas de règle, si j'ose dire. Ah, bah tiens, Isabelle, Isabelle, t'as raison. Manifeste-toi, Isabelle, elle a raison. Elle a raison. Il n'y a pas d'âge, bien sûr qu'il n'y a pas d'âge. Oui, mais Brigitte, c'est une bonne question, effectivement. Non, mais notre élan vital, notre pulsion, elle diminue avec l'âge, que ce soit les femmes ou les hommes. Quand ça chute, à un moment donné, il y a il n'y a rien aujourd'hui qui prouve que les hormones ont une relation avec le désir. Avec la libido. Donc avec le désir. Donc il y a deux choses, il y a la pulsion et le désir. La pulsion, elle va diminuer au fil de l'âge. Qui qu'on soit, et de toute façon, tout diminue au fil de l'âge. C'est le déclin de l'Empire américain. Par contre, le désir, c'est quelque chose qui se construit psychiquement. Et si on est dans le désir, si on arrive à entretenir le désir, on va garder ce désir. Mais le désir, parce qu'il est projeté sur un objet de désir, alors? Absolument, le désir est une projection sur un objet, alors que la pulsion, c'est quelque chose de naturel. Instantané. Oui, il y a des histoires d'amour dans les EHPAD, hein. Oui, bien sûr, mais attends, c'est des histoires d'amour. Non, mais c'est vrai. Des mariages, parfois. De sexe. Voilà. Des beaux mariages, Et il y en a plus qu'on ne croit. Ouais, c'est vrai, ça, Brigitte? Oui, absolument. Ouais, Une petite question, moi, sur les jeunes ados aujourd'hui, avec les dérives qu'on connaît, Brigitte Lahaie, et vous parlez des réseaux sociaux, très pertinent d'ailleurs sur ce sujet. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces gamines aujourd'hui qui... S'ultra-sexualisent, S'ultra-sexualisent, d'abord, vous avez raison, mais surtout, c'est qu'on voit... tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant pour la gamine, ça devient inquiétant pour notre société. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire? Et pour les garçons et puis, aussi. Et pour les garçons, je finirai là-dessus. Pour les garçons, ça fait vachement peur. Il y a un truc qui repousse aussi, hein, quelque part. On a l'impression que le prisme du sexe, il a pris une dérive, une autre dérive, mais surtout que... le sexe dans tout ça et l'amour, il est où, quoi? Enfin, Brigitte Lahaie, là, c'est la question fondamentale. C'est un constat de la société. Brigitte. En même temps, il ne faut pas trop s'en inquiéter parce que la dernière enquête sur la sexualité des Français a montré que les jeunes font moins l'amour aujourd'hui que nous, il y a 40 ans. Donc, de toute façon, ils en disent ce qu'ils disent et ce qu'ils font. On sait très bien que ce n'est pas la même chose. Moi, je crois qu'il faut juste rappeler que notre vérité, c'est pas la vérité, et pour trouver la vérité, il faut aller la chercher. Et c'est voilà. Après, sur les réseaux sociaux, moi l'amour, mais il consomme plus de porno. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être un lien entre les deux. Il y a un lien. Bon, merci beaucoup. Peut-être. Merci beaucoup, Brigitte Lahaie. Voilà.
C'est ce livre, dans ce livre, avec de très jolis photos d'ailleurs. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de TPMP, même l'été. Et à très bientôt.